Et salut à tous et salut à toutes, c'est Yoni, mais je suis une nouvelle fois ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Time Out, l'émission 100% basket, 100% NBA. Alors, vous l'attendiez sans doute avec grande impatience, hein, vous tous les fans de basket, cette folle semaine qui arrive. Bah, nous aussi, figurez-vous, parce que on le sait, voilà, depuis quelques semaines, la reprise de la saison 2020-2021 aura lieu le 22 décembre. Une reprise de l'entraînement qui aura lieu dès le début du mois. Mais cette saison 2020-2021, elle commence bien avant. Elle commence dès cette semaine avec l'ouverture de la période des trades ce lundi. Et il y a la Free Agency qui arrive aussi. Mais c'est aussi et surtout, messieurs, la draft. C'est vraiment impossible pour nous de passer à côté. Et c'est aussi pour vous impossible de passer à côté de la draft ces dernières semaines. C'est vraiment le grand moment qu'on attend tous à la fin de la saison, la fameuse cérémonie qui a vu défiler les plus grands joueurs et qui va permettre cette année encore à 60 joueurs d'intégrer la Grande Ligue. Ça se passe dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est un incontournable qu'on ne pouvait pas contourner, tout simplement. On vous propose une émission spéciale pour cette draft 2020. Elle est hyper particulière parce que déjà la date, messieurs, novembre 2020, c'est un petit peu différent de ce dont on a l'habitude. Et puis, ça passera par ordinateur, un peu comme nous. Elle a été obligée de délocaliser, de faire ça depuis le domicile des joueurs. Et puis, dernier fait particulier, c'est que les saisons étaient raccourcies, voire interrompues pour certains. Donc, ça va être très difficile de juger ces joueurs. Elle est très homogène, cette draft. Et pour justement faire pour voir un petit peu plus clair, on a invité quelqu'un qui va nous en parler avec brio, je le sens. Fred, comment tu vas? Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas? Ouais, écoute, ça va Yonin. Moi c'est Fred du coup, spécialiste entre guillemets de prospects, mais surtout de basket universitaire. Voilà. D'ailleurs, j'écris un petit peu sur qbasket.net, donc vous pouvez aller regarder. Et voilà, écoute, c'est un plaisir d'être avec vous et parler un petit peu de ces nouveaux joueurs qui vont arriver. Et ça fait plaisir de t'avoir. Tu seras un petit peu notre œil expert, effectivement, ce soir. Et puis, vous les avez vus, si vous êtes sur YouTube, il y a nos deux chroniqueurs de talent qui ont rejoint l'équipe cette année. On a d'un côté Théo. Théo, comment tu vas? Écoute, ça va. Je suis très enthousiasmé par la semaine qui s'annonce où il va se passer énormément de choses. Ça va être un beau bordel encore, un joyeux bordel cette semaine encore, mais c'est ce qu'on aime dans l'NBA. Et puis, il y a Benjamin qui est là aussi. Ben, comment tu vas, toi? Ça va, hein. C'est pareil, on attend avec impatience la semaine qui va arriver et le début de la saison qui arrivera aussi dans pas très très longtemps. Donc ça va être sympa. Vous allez être, en tant que fan des Sixers et des Knicks, vous allez être pas mal sur les clous là, cette semaine avec toutes les rumeurs qui vont popper partout. Je vous rappelle quand même, si vous écoutez sur les réseaux, enfin vous pouvez me retrouver sur les réseaux déjà, sur Twitter, timeout-8 on air, sur Facebook, sur Insta aussi, timeout NBA podcast, et puis sur la chaîne YouTube, si jamais vous écoutez ce podcast via les différentes plateformes, ça sont Spotify, Apple Podcast, voilà, vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube avec tous les visuels. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on vous propose, il y aura du lourd qui va arriver. Je tease un peu, mais voilà, on va vous proposer pas mal de contenu. Voilà pour ce petit tour, messieurs. On va très vite parler de la draft. On a pris le parti cette semaine de parler que du top 10 de la draft. Alors voilà, si jamais vous êtes un passionné, que vous voulez détailler vraiment tous les prospects de cette année, n'hésitez pas à aller voir nos confrères là sur Envergure notamment. Il y a plein de podcasts aussi qui ont fait des très bons podcasts justement sur tous les profils et les prospects que peuvent avoir les joueurs et la draft cette année. Nous, on va vraiment se concentrer sur le top 10 des équipes. On va se concentrer sur leurs besoins. On a pris les 10 équipes qui piquent en premier. On va voir de quoi ils ont besoin, quels sont les joueurs qui peuvent voir arriver. Et puis, Fred va nous sortir de son chapeau magique des jolis profils. On va en parler justement pour voir un petit peu ce qui se fait de mieux cette année dans la draft. On va essayer de faire ça en 1 heure, histoire que vous soyez au top pour la cérémonie de mercredi soir à 2h du matin, que vous ayez au moins le top 10. De toute façon, les gens mentent parce qu'on sait très bien qu'après le top 10, les gens s'endorment.
Donc, enfin, les gens, une bonne partie des gens en tout cas. Donc, ceux qui s'endorment après le top 10, on vous laisse ce top 10. On part tout de suite, messieurs, pour le temps mort le plus long de NBA. On est parti pour 1 heure de time-out. Et on commence tout de suite cette émission spéciale Draft 2020 avec la première équipe qui va sélectionner, qui a gagné la loterie cette année. Benjamin, je vais te laisser présenter cette équipe et puis tu as un peu travaillé sur les besoins des Wolves de Minnesota. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de quoi va avoir besoin Minnesota là, pour la saison qui va arriver? Ouais, alors Minnesota, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à pas mal d'équipes qui ont eu pendant longtemps des pics 1 de draft, c'est qu'eux, ils ont quand même un poste 1 et un poste 5 qui est normalement déjà bouclé avec des joueurs qui sont All-Star. Donc c'est intéressant. Donc ce qui laisse les postes 2, 3, 4 libres. Et c'est là qu'ils ont l'air d'avoir beaucoup plus de mal avec des joueurs qui sont soit jeunes, soit moyens. Donc, même les jeunes qui sont censés potentiellement avoir un bel avenir, comme Malik Beasley, ils sont en train de plonger pour des affaires plus ou moins nettes. Donc, c'est vraiment particulier. Donc, au vu du poste 1 et du poste 5, donc Towns et Dilo, ce qui ressort de ces deux joueurs qui auront majoritairement les tickets shoot de Minnesota, c'est que ce sont des joueurs qui jouent quand même très loin du panier, quoi. Donc, c'est des gars qui ont quand même pas mal de mal à agresser le cercle. Et donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait quand même avoir quelqu'un qui soit quand même physique, qui puisse aller au panier pour apporter un peu de diversité en dehors du shoot extérieur. Même il faudra du shoot extérieur encore, parce que deux joueurs se baser que sur ces deux superstars pour faire du spacing, c'est pas fou. Mais je pense qu'avoir quelqu'un de physique et agressif, soit sur le poste 2 ou 3, ça semble être pour moi la priorité. Fred, je te laisse Ouais. en fonction enfin, avec ce que Benjamin a pu dire. Est-ce qu'il y a un joueur, toi, alors effectivement sur les deux premiers, enfin, les trois premiers, généralement choix de draft, on essaie de privilégier le talent. Mais là, la draft fait en sorte, enfin, fait cette année que c'est assez homogène et qu'on ne sait pas trop qui sera premier de la draft. Est-ce que toi, tu as une préférence, notamment avec Scottie Ben? Ouais. Bah Ben, il a un peu. Je pense qu'il a fait tout son discours en pensant déjà à un joueur, parce que c'est un joueur qui correspond parfaitement. Ouais. Anthony Edwards de Georgia, ouais, ça colle parfaitement. Arrière, poste 2, on va dire, très physique. Il peut aussi shooter un petit peu, bien sûr, mais surtout physique. Très en avance sur son âge au niveau physique. Il est un peu comparé à Dwayne Wade et Oladipo. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un peu le fruit du hasard, mais il est coaché par Tom Crean à Georgia, qui a été le coach de D-Wade à Marquette et d'Oladipo à Indiana. Donc, c'est un peu le coach qui lance un peu ses arrières physiques, on va dire. Et bah, écoute, s'il a la même réussite que les deux autres, ça sera super. Et je pense que ouais, bah, si le besoin c'est du physique et un arrière costaud comme ça qui va apporter un peu du slashing, on va dire, Anthony Edwards sera parfait. Ouais. Tu penses qu'il sera premier de la draft là? Il a le potentiel et ouais, pour ouais, assumer clairement. cette Ouais, charge ouais. de premier de la draft. Ouais, parce que j'ai parlé de D-Wade et Oladipo. Oladipo, c'est un mec, il a percé à la fac. C'est-à-dire que quand il était au lycée, il n'était pas très coté. Tu vois, c'était un 3 étoiles, je crois, un truc comme ça. Il a pris du temps un peu à se développer. D-Wade, il était déjà très coté au lycée. Edwards, pareil, c'est un mec, c'était une des meilleures recrues de sa classe. Le mec, il est prêt, tu vois, ça fait des années déjà qu'il y a l'attention qui est sur lui. Physiquement, il est prêt aussi. Donc, moi, je pense que ouais, ça fera un beau premier choix de draft. Donc, à voir. Après, c'est jamais avec les échanges et tout, ça peut changer. Mais je pense que si Minnesota garde le pick, il y a des grandes chances que ce soit lui et il ne fera pas tâche en premier choix. Ouais. Surtout, il y a un aspect qui est important aussi, c'est que Edwards, physiquement, il a un profil qui peut plus apporter défensivement que les autres, entre guillemets, qui sont pressentis pour le pick 1. Ouais. Et sachant quand même les trous d'air qu'il y a à Minnesota,
avoir un gars qui peut agresser le cercle et potentiellement défendre, je pense que ça sera difficile de passer Ouais, à c'est clair. côté si ça garde le pic, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, bah, tu regardes D'Angelo Russell, niveau défense, Ouais, c'est pour ça. c'est pas top. Je pense qu'on peut en parler pour Minnesota et aussi pour le choix d'après, l'équipe qu'il a eu pendant quelques mois. Ouais, la défense de D'Angelo Russell, c'est pas ça, donc tu peux pas mettre la Melo Ball à côté, quoi, parce que tu vas prendre des gros risques, quoi. Compatibilité défensive, mais aussi avec le ballon d'ailleurs. Donc Edwards, au contraire, il complète très bien Russell. Tu peux avoir un mec qui peut faire le stopper défensif un peu et puis qui peut jouer avec ou sans ballon, il se compense bien. Ouais, donc Et ça me semble parfait. Ouais. il sera titulaire enfin, vous pensez qu'il sera titulaire dès le début Pas du côté de forcément, Minnesota? Moi, ça dépend je pense que ça dépend beaucoup de quand même Malik Beasley qui avait fait une belle fin de exactement. saison, mais Et, là, il a l'air quand même en grande difficulté avec ses affaires extrasportives. Donc, je pense que ça dépendra vraiment de lui. Peut-être qu'il va devoir être lancé dans le bain un peu par défaut, quoi. mm. C'est peut-être la raison pour laquelle il serait titulaire, quoi. Après, Moi, si je Niveau, peux ajouter un truc, Minnesota, je crois ouais. que c'est une équipe qui veut gagner tout de suite, c'est pas une équipe qui veut continuer à tanker. Et dans ces équipes-là, je pense que l'intérêt, c'est pas de lancer le rookie trop vite. Donc, je pense qu'ils n'ont pas envie de le lancer direct. Je pense qu'ils préféraient un Malik Beasley, par exemple. Mais s'ils n'ont pas le choix, ouais, il sera titulaire d'entrée, je pense. Après, voilà, cette pression de numéro 1 draft, généralement, pousse aussi les équipes à vouloir le mettre directement titulaire, le montrer. Et, voilà, le côté médiatique aussi Ouais. d'avoir un numéro 1 draft dans son équipe, ça peut faire la diff. Vite fait, au niveau, avant de passer à l'autre team, niveau stats, notre cher Anthony Edwards, ça donne quoi? Est-ce qu'il y a des points forts qui ressortent niveau stats? Vous disiez c'était pas un grand shooter non plus. Est-ce que Ouais, de ce qui est ressorti, alors je ne suis pas expert, mais moi ce que j'ai vu, c'est que il avait quand même pas mal de mal avec sa sélection de shoot, si c'est bien ce que j'ai vu, mais c'est un peu à nuancer parce à Georgia, il était apparemment vraiment tout seul. Je crois que c'est ça, Fred. Ouais, il était un peu seul. Georgia, c'est une équipe qui joue dans. Bon, c'est pas relativement au niveau du championnat NCAA, ça reste une bonne équipe, mais ils jouent dans une conférence quand même compétitive. Donc, ils étaient faibles, on va dire, au niveau de la conférence et moyen fort au niveau global national. Mais ouais, c'est pas une équipe qui allait faire la marche Madness, quoi. Et c'était une équipe ouais, où il n'avait pas des très forts coéquipiers. C'est une équipe en reconstruction aussi. Donc, lui, il était un petit peu la figure de proue de cette reconstruction. Mais ouais, du coup, il n'était pas très aidé. Ils avaient perdu Nick Claxton qui était parti en NBA. Donc, ouais, c'était une équipe un peu affaiblie. Et voilà, après, en termes de sélection de shoot, qualité de shoot, etc., je pense que c'est un shooter un peu irrégulier, mais qui peut prendre feu aussi. Je me rappelle un match en début de saison à Hawaï, au Maui Invitational, où il avait fait une grosse perf. Je crois qu'il a mis 37 points, un truc comme ça. Il était très fort à 3 points. Donc voilà, c'est pas aujourd'hui un shooter fiable, on va dire, niveau NBA, mais il n'y a pas de red flag, on va dire, là-dessus, je pense. ouais, Enfin, ça le se travaille de potentiel toute est façon. bien bon. Ouais. Ouais, exactement. Ok, et, très bien, messieurs. Anthony Edwards, donc on rappelle un arrière de 19 ans qui joue avec les Bulldogs de Georgia, 1m97, si je dis pas de bêtises, et qui serait du coup sont nos experts du jour sélectionnés en number one par les Minnesota Timberwolves. On va enchaîner tout de suite avec la deuxième équipe et je vais laisser la parole à Théo de suite. Voilà, on va laisser la place aux Golden State Warriors. Du coup, c'est eux qui piquent en deux cette année. Ils sortent d'une saison particulière, donc normalement, on sait que c'est pas leur place, la loterie NBA. On sait que c'est plutôt un contender. Bon, il y a eu beaucoup de blessures la saison dernière qui fait qu'ils se retrouvent deuxième de draft. Ils sont dans pas mal de rumeurs de transfert, notamment autour d'Andrew Wiggins et de ce pic de draft. Maintenant, s'ils devaient drafter, ça veut dire qu'il n'y aurait pas vraiment de trade. Donc, ils auraient 4 de leurs 5 postes du 5 majeur qui seraient verrouillés. Ils auraient Curry, Clay, Wiggins et Draymond. Donc, ça laisserait un poste 5 libre. Maintenant, on peut aussi ajouter que les Warriors pourraient avoir besoin d'un créateur en sortie de banc. Les pertes, notamment d'Iguodala et de Livingston il y a 2 ans, font qu'aujourd'hui, des Warriors manque de création, manque d'un minimum de scoring. Donc, voilà, c'est ça aujourd'hui les besoins des Warriors. Un poste 5, rim runner qui est capable de protéger son cercle ou un créateur en sortie de banc. Fred, en fonction Ouais, de ouais, non, je suis d'accord, clairement.
Et du coup, voilà, je pense que la première possibilité, celle du poste 5, je pense que c'est la possibilité s'ils gardent le pic. Et je pense qu'ils chercheront un créateur s'ils arrivent à descendre un peu dans la draft. Il me semble qu'ils essaient de le faire, d'après les rumeurs en tout cas. Mais s'ils gardent le pic, ouais, ça sera James Wiseman, je pense. Hein. James Wiseman, c'est le pivot fort de la draft. C'est le pivot fort des dernières années, limite, parce que c'est plus trop fréquent d'en voir des comme ça arriver à la draft, et en tout cas être projeté aussi haut. Et ouais, c'est un 7-footer, entre guillemets. Il a une envergure de taré, je crois, genre 2,40 m d'envergure, un truc comme ça. 7-6, je sais plus ce que ça donne, mais c'est un truc de fou. Et il court bien en plus, ouais, c'est un rim runner, il court bien. Il apporte du spacing vertical aussi, parce que tu peux l'envoyer au alley-oop, tout ça. Donc, ouais, en plus, il est déjà physiquement, tu vois, il ressemble déjà un peu à, je sais pas, David Robinson ou Dwight Howard, un peu, tu vois. Les épaules larges, le haut du corps costaud. C'est fort, ouais. James Wiseman, c'est pas mal. Juste le truc, c'est qu'il n'a pas été trop testé à la fac. Il a fait 3 matchs, après il a disparu, parce qu'il a quitté la fac. Il a eu une suspension jusqu'en janvier. Il a décidé direct de quitter la fac. Donc, on l'a pas trop vu, on va dire, à l'épreuve, mais en tout cas, au niveau du potentiel et de ce qu'on a pu entrevoir sur quelques matchs, c'est vraiment, ouais, s'il te manque un poste 5, tu as le deuxième choix, tu prends James Wiseman, ça semble logique, ouais. C'est ce qui se fait de mieux en termes de pivot. On sait que clairement. il y avait pas mal de noms aussi qui pouvaient ressortir, genre Onyeka Okongwu, etc. Est-ce Ouais, que tu préfères un Wiseman J'aime à beaucoup, Minnesota? j'aime beaucoup Okongwu et je pense que les Warriors ils doivent le regarder, mais ça va peut-être être un peu tôt de le prendre en deux. Je pense qu'ils le prendront éventuellement s'ils arrivent à reculer dans la draft aussi, c'est une possibilité. Okongwu il est très bon, mais il lui manque quelques trucs qu'à Wiseman. Déjà il est un peu plus petit, il n'a pas la même envergure. Après il est peut-être plus mobile, plus switch compatible on va dire Okongwu que Wiseman, même si Wiseman il peut aussi défendre. Enfin, si tu le mets sur un meneur, ça va, il peut survivre. Mais au Congo, je pense qu'il est encore plus dans cette idée de défendre sur les 5 postes et qui est une idée très importante à Golden State, comme on sait. Mais je pense à deux, ça va être trop tôt pour prendre au Congo. Donc, Ok. ça sera Wiseman en premier. Ouais. Ok, bon, on part sur du James Wiseman qui joue donc avec les mêmes enfin, qui était avec les Memphis Tigers, pivot, pareil, 19 ans, bientôt 20, avec cette équipe des Warriors. Rapidement, tu parlais peut-être, Théo, d'un autre créateur en sortie de banc. Dans la draft. Mettons que ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut potentiellement, autre que Wiseman, intéresser les Warriors, Fred? Ouais. Bah, je pense que moi j'ai vu passer une rumeur qui est très intéressante, mais bon, je sais pas ce que ça vaut. Mais en gros, Atlanta, ils sont en 6, je crois, à la draft. Genre descendre en 6, prendre le pic d'Atlanta, le 6 contre le 2, et prendre Kevin Werther, par exemple, d'Atlanta. Donc déjà, parce qu'en sortie de banc, il faut de la création, mais aussi du shoot. Oui. Même s'il y a Damian Lee un peu qui en apporte, mais il faut en rajouter. Même à l'époque où les Warriors étaient un peu en mode dynastie avec Durant et tout, ça a toujours manqué de shoot en sortie de banc. Donc là, c'est toujours le cas. Donc prendre Werther et descendre en 6 et prendre, je sais pas, Killian Hayes, par exemple, Tyrese Haliburton, tu vois, des joueurs comme ça. Des joueurs qui peuvent un peu guider ta second unit, ça pourrait être pas mal, ouais, parce que la saison dernière, le meneur remplaçant en fin de saison, c'était Jordan Poole, et il est intéressant, mais ça n'a jamais été son poste, et c'est un joueur jeune avec beaucoup de lacunes, donc clairement, si tu veux aller chercher un titre... là où je suis assez d'accord avec Fred, c'est que les deux noms qu'il vient de nous donner, Haliburton ou Killian Hayes, sont des vrais meneurs créateurs. C'est que c'est pas juste des scoreurs comme par exemple les Teddy Lowe, c'est qu'il y a aussi vraiment une part de création, notamment pour les autres. Et c'est là où c'est très intéressant les noms qu'il vient de donner, parce que ça peut vraiment, dès l'arrivée en NBA, prendre 15 minutes en charge le banc et la création du jeu offensif des Warriors. Et c'est là où c'est très intéressant. Ouais. Si je peux rajouter un truc, il y a déjà la partie banc, donc mener la second unit, et aussi ce qui est important, c'est d'être tout simplement compatible avec Steph Curry. Oui, aussi. Donc c'est important. Donc si tu mets, je sais pas, un meneur pur scoreur, genre qui n'a pas de jeu sans ballon, t'es moins compatible avec Curry du coup. Ouais. Donc ces deux-là, ouais, ça me semble parfait. Eh ben, c'est noté. On voit avec ces profils, et c'est vrai que ça dégage un petit peu des vraies tendances là pour cette draft. On a encore quelques équipes à voir, messieurs. Bon, forcément, les regards sont
braquer sur vraiment les deux premiers, puisque en plus, ces deux équipes, notamment les Warriors, dont on attend beaucoup l'année prochaine, avec le retour de Steph Curry, de Klay Thompson, puis toujours Draymond Green qui est là, Steve Kerr à la baguette aussi. Donc, on attend vraiment beaucoup de ces Warriors. Donc, on va bien évidemment jeter un regard sur eux. Mais il n'y a pas que eux. Et derrière eux, il y a les Charlotte Hornets. Et cette fois-ci, Benjamin, tu as regardé un petit peu de quoi avaient besoin les Hornets qui vont du coup piquer en 3 cette année. Et tu vas nous dire tout Ouais. ça. Alors, les Hornets, c'est un peu particulier. Enfin, j'ai l'impression parce qu'ils n'ont pas été si mauvais que ça l'année passée. On les attendait vraiment au fond de l'Est. Et au final, ils ont fini 10e, je crois. Ouais, c'est ça, 10e. Mais j'ai quand même l'impression que c'est une équipe très, très, très limitée en talent. Donc, ils ont les deux guards, donc Graham et Terry Rozier, qui sont bons, mais ce ne sont même pas des stars, voire des superstars. Et après, le reste, le front de courte, pour l'instant, titulaire, c'est Miles Bridges, PJ Washington et Cody Zeller. Donc, bon, c'est avec des Batum sur le banc ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment pas très, très flashy, très, très sexy. Donc, pour moi, au premier abord, ce qui me semble être la prioritaire, c'est du talent sur le front de courte. Peu importe ce que tu as, c'est la pire priorité. Peut-être, si possible, je pense qu'au vu de ce qu'on vient de dire précédemment, si Wiseman, ça tombe en 3, je pense qu'il n'y aura aucune hésitation. L'horloge, elle ne sera même pas déclenchée, que ça sera déjà pique, quoi, parce que ça colle parfaitement à ce qu'ils veulent. Mais ouais, pour moi, la priorité, c'est vraiment du talent brut, un peu, je n'ai pas envie de dire peu importe le poste, mais peut-être il faut même virer un guards pour prendre un bon guards à la draft, peut-être. Fred? Ouais, entièrement d'accord, hein, entièrement d'accord. Je pense que clairement, c'est ce que j'allais dire avant, hein, si Wiseman il arrive en 3, ils le prennent direct, ça, il n'y a aucune hésitation. Et sinon, ça sera la Melo Ball, je pense. Honnêtement, je pense que c'est Charlotte, l'équipe la plus susceptible de prendre la Melo Ball. Toujours en plan B derrière Wiseman, mais je pense que Wiseman, il y a des chances qu'il ne passe pas le deuxième choix, donc il sera plus dispo. Mais bien sûr, hein, Wiseman en 5, c'est ce qui manque. Après, sinon, il y a Obi Toppin, mais Obi Toppin, c'est un joueur, un talent à l'intérieur, mais tu as PJ Washington qui a un profil avec beaucoup de points communs. Donc, je sais pas, je pense pas que tu vas associer les deux ou que tu vas en mettre un à la place de l'autre. Donc, clairement, Wiseman. Et sinon, la Melo Ball, ouais, parce que la Melo Ball, il va apporter de l'audience aussi. Faut le dire, parce qu'il a du talent. Il peut remplacer un Rozier ou un Graham. C'est pas des superstars installés dans la ligue. C'est des joueurs que la fanbase, tout le monde peut accepter le fait qu'il se fasse remplacer par un Lamelo Ball et remplacer entre guillemets. Et après, il faut que le mec il prouve Lamelo Ball, bien sûr. Mais ouais, il va apporter de la création, du talent, de l'audience, parce que c'est important. Charlotte, c'est pas la franchise la plus mise en lumière, on va dire, dans la ligue. Donc je pense que ouais, Wiseman en 1 et Ball en 2, hein, dans l'ordre sur le draft board des Hornets, en tout cas, on va dire. J'ai juste une question pour toi, Fred. Est-ce que tu ne Ouais. penses pas que Charlotte, c'est peut-être l'équipe la plus susceptible de trade-up, tellement ils sont apeurés de se Ouais, faire piquer Wiseman? ouais, j'ai vu des rumeurs là-dessus et ça serait un partenaire de trade qui peut exister avec Minnesota, ouais. Parce qu'ils veulent vraiment Wiseman, je pense. Enfin, j'ai pas senti des rumeurs à ce niveau-là, mais je pense que ça semble quand même assez logique. Et ouais, j'ai vu passer des rumeurs de package avec du Miles Bridges Ouais, ouais, ça j'ai vu à aussi. rajouter au Des pic pics. pour monter. Ouais, voilà. Donc c'est possible, ouais, c'est possible. Donc clairement, les deux premiers, on sait qu'ils cherchent à descendre dans la draft pour avoir peut-être, ou simplement échanger le pic directement, même pas juste descendre dans la draft, pour avoir de l'aide immédiate, on va dire, dans leur roster. Et les Hornets, bah ouais, ils sont à l'affût, je pense, pour essayer d'en profiter, parce qu'eux, ils ne sont pas dans l'optique de victoire immédiate comme les deux autres. Ils savent qu'ils ont le temps encore, ils sont au début de leur reconstruction. Donc, ouais, ils ont tout intérêt à monter dans la draft, je pense. Théo, tu voulais Sachant, rajouter un ouais. truc? Non, au final, c'était après la même question, mais parce que du coup, moi, j'ai vu pas mal de rumeurs. Si Charlotte arrive à monter en 1, ce serait quand même pour pick la Melo Ball. T'y crois pas du tout, toi? Ça me semble, je ne sais pas si ça a du sens, honnêtement, parce qu'il y a quand même des chances que la Melo Ball y descende jusqu'à 3, voire même plus bas encore.
parce que certes, il a beaucoup de talent, mais il y a beaucoup de red flags aussi. Apparemment, les interviews avec les franchises se sont pas super bien passées. Il a des défauts, notamment sur son shoot, etc. La mentalité, est-ce qu'elle est bonne dans le sens où c'est un joueur qui n'a pas de problème avec ses coéquipiers, mais est-ce qu'il est vraiment coachable, on va dire? Je sais pas. Tu Il y a quand même sens des NBA ready, inquiétudes. toi, ou pas, ce Lamelo? La Melo Ouais. Ball, ça dépend ce que ça veut dire NBA ready, mais Est-ce que tu le vois dans physiquement, une les équipe fondamentaux. titulaire, là, Non, et non, non, jouer, non. être Il a trop de, intéressant? il a trop de choses à apprendre. Déjà, il doit apprendre à défendre collectivement et individuellement, parce que le mec, jusque-là, je pense que dans sa vie, il n'a jamais vraiment défendu. Et il a un shoot qui est à revoir, je pense, parce qu'il tirait genre à 30% dans le championnat australien, donc avec une ligne plus proche, des défenses qui ne sont pas forcément celles qu'il y aura en NBA, même si en NBA, il y aura plus d'espace aussi qu'au niveau international. Mais ouais, il y a le shoot qui est à revoir, la défense qui est à revoir. Euh, Pas mal de fondamentaux à travailler. Donc non, clairement, Day One, il sera pas prêt. Il va lui falloir beaucoup de temps pour apprendre. Après, à Charlotte, s'il tombe à Charlotte, il sera dans la franchise où il aura le temps Et d'apprendre, ça c'est hâte sûr. de voir le père de Lamelo Ball, Lavar Ball, du côté de Charlotte avec Ouais. Michael Jordan Ouf. qui Ah, ils pourront faire leur one-on-one. carrément ça me. La Barbouille, il avait dit qu'il battait Michael Jordan en V1. Ouais, non, Donc, je me souviens, ça c'est sera peut-être l'occasion. Hein. je pense que ça serait une belle occasion pour lui. Ok, donc on part sur possiblement Westman pour Charlotte. Ça serait le plus intéressant. Et si jamais ce n'est Ouais. pas possible, on part sur du Lamelo Ball. Ball, du coup, qui lui est un meneur, vrai meneur en l'occurrence. Ouais. Ouais, ouais. Ok, très bien. Et ben, on va enchaîner tout de suite, messieurs, avec la quatrième franchise de la journée, de la soirée. On va passer du côté des Chicago Bulls cette fois-ci. Et t'es aux couleurs là, des Bulls, en plus un peu Théo aujourd'hui, et tout rouge, Je suis avec en le front bordeaux. rouge aussi. Parle-nous un peu de ces Bulls-là. Ouais, bah, du coup, on reste un peu affilié à Michael Jordan de près ou de loin. C'est une équipe qui a un peu déçu l'année dernière parce que dans une conférence Est qui reste assez faible, on les attendait peut-être plus jouer les playoffs. Donc ça n'a pas du tout marché. Ils ont terminé 11e à l'Est. Ils ne sont même pas été appelés dans la bulle. Malgré la belle saison de Lavine, qui était pas très loin d'être All-Star, c'est la seule chose qui a été une vraie satisfaction l'année dernière à Chicago. Et là, aujourd'hui, les besoins de cette équipe-là, c'est déjà clairement, il leur faut un vrai meneur, ball handler, créateur et capable de scorer un minimum. Parce que même si on sait que ce ne sera pas l'option offensive numéro une en arrivant, ce meneur, quel qu'il soit, il faut que Lavine soit un peu déchargé de la création parce que Chris Dunn, c'est clairement juste un meneur défenseur pour l'instant NBA. Satoransky, ça reste très limité. Kobe White, c'est un combo guard, mais qui a du mal à créer pour les autres. Donc voilà, il leur faut un vrai ball handler, meneur créateur pour lui comme pour les autres, capable de créer son shoot, capable de mettre les copains dans la meilleure disposition possible. Et si jamais si jamais ils descendent dans la draft, c'est possible aussi qu'ils aillent chercher un ailier free and D, un profil à la Robert Covington ou tous ces free and D qui pullulent dans la ligue de plus en plus, qui peuvent être un profil aussi que Chicago aurait besoin du fait des blessures d'autoporteurs. Fred, qu'est-ce que tu en penses, toi, Ouais, bah, de ces Bulls? ouais, ouais, là-dessus, je suis d'accord. Il manque de la création tout court. Je pense que ça vient du poste de meneur ou d'un autre poste. Donc, c'est pour ça que moi, j'exclus pas non plus un Denny Avdija, tu vois, Oui. Après, oui, il y a du la possibilité Maccabi. d'un Parce ailier que créateur aussi. c'est ça, ouais, un ailier qui peut soulager à la création aussi. Mais bien sûr, au poste de meneur, ça sera mieux. Même s'il faut faire attention parce qu'apparemment, ils font très confiance à Kobe White. Donc, je pense qu'ils réfléchissent quand même à le laisser s'épanouir et se développer. Donc, rajouter un autre meneur jeune qui prendrait des minutes, ça pourrait être un peu incompatible. Mais ouais, si l'idée c'est d'aller chercher un meneur, clairement, les profils dont je parlais tout à l'heure, Haliburton de Iowa State ou Killian Hayes, ça peut le faire, ouais, clairement. C'est des joueurs qui peuvent vivre avec ou sans le ballon, c'est des joueurs qui peuvent prendre la responsabilité à la main et tenir l'équipe, créer pour les autres, pas forcément pour eux-mêmes. Il y a de la progression pour ces deux-là, à ce niveau-là, sur la création de son propre shoot. Mais en tout cas, il ferait tourner l'équipe, ça c'est sûr. Et quant à Zach LaVine et Mark Cannon, des joueurs comme ça,
c'est compatible, c'est sûr. Donc, ouais, je pense qu'il y a pas mal de possibilités pour Chicago, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils prennent un Haliburton, par exemple. Ouais. On voit la deep chart là je suis dessus là des Bulls. Donc ouais, Kobe White à la main avec Satoransky et Chris Dunn. On a du Zach LaVine au poste 2, Otto Porter qui a signé en plus sa player option du côté des Bulls au poste 3, et on a les deux jeunes sur lesquels on mise beaucoup du côté de Chicago, que ce soit Lauri Markkanen ou Wendell Carter Jr. aussi à l'intérieur. Voilà, Théo, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, c'est vrai qu'il parlait de création tout court, donc notamment par exemple Deni Avdija, qui est plus un 3. Du coup, qu'est-ce que Deni Avdija pourrait apporter, notamment par exemple que les deux meneurs dont tu viens de parler n'apporteraient pas? Ou qu'est-ce qu'il apporterait de différent du moins? Bah déjà, il marche pas sur les pieds de Kobe White, déjà, je pense. Il arrive vraiment à un poste où tu vois, tu as besoin de 109, on va dire, parce que tu as Otto Porter, mais qui coûte cher avec son contrat, et qui est un bon joueur, hein. Mais c'est pas l'avenir de la franchise. Deni Avdija, tu peux déjà préparer ton poste 3 pour les 5, 6, 7 années à venir. Et il a la création, c'est un ailier complet en fait, tu vois, il peut t'apporter un petit peu de tout. Le shoot, il est irrégulier a priori, mais bon, on a vu des vidéos de workout où il a pas mal travaillé dessus et il semble être mieux que ce qu'on avait vu en match à ce niveau-là. Et puis voilà, après, c'est un joueur qui a plus de chances d'être NBA ready parce qu'il a l'habitude d'un contexte très compétitif où il avait un rôle en Europe avec le Maccabi. Donc il t'apporte plus de maturité, de la création, du shoot. C'est un ailier complet. Et c'est peut-être plus un besoin numérique, on va dire, à Chicago, au poste 3 qu'au poste 1, où tu as deux joueurs qui, mine de rien, ont des défauts, ne sont pas des super créateurs, mais restent des bons joueurs et jeunes, White et Dunn. Donc, à voir à quel point ils valorisent leurs deux meneurs, au point d'en prendre un nouveau jeune pour leur prendre des minutes, quoi, finalement. Ouais. Il peut. Ouais, Juste pardon. Pour finir sur les Bulls, je rappelle que Chris Dunn, il est pour l'instant restricted free agent. Donc il y a une Ouais. possibilité qu'il parte après avoir ce que Ouais. le management de Chicago décide de faire. Donc voilà, ce nouveau management de Chicago. Mais Chris Dunn, du coup, il y a aussi cette possibilité qu'il s'en aille de l'Illinois. Ouais, bien sûr. C'est important à noter. Benjamin, tu voulais dire un truc? C'était juste pour rebondir sur le poste d'ailier. Tu penses que Avdija il apportera plus que par exemple Okoro, qu'on voit beaucoup de rumeurs, de rumeurs autour de Okoro. C'est pas du tout les mêmes profils, mais ils sont plus, ça serait mieux un ailier créateur plutôt qu'un ailier pour schématiser un ailier créateur mieux qu'un ailier défenseur. Bah, a priori, ouais, puisque ce dont ils ont besoin, c'est de la création. Au Coro, je crois qu'il tournait à 2 passes et demi, même 2 passes par match, ce qui n'est pas mauvais hein, dans le contexte universitaire. C'est moyen, c'est correct pour un joueur qui joue beaucoup sans ballon. Mais au Coro, on sait que c'est plutôt genre un joueur physique, très physique, et qui joue un peu sur je vais pas dire la grinta, mais parce que c'est un peu réducteur sur un joueur, il a beaucoup de talent aussi. Mais ouais, c'est un joueur qui t'apporte sans ballon, qui t'apporte dans le jeu rapide, etc., dans la transition, dans la défense aussi. Mais ce serait évidemment un gros renfort pour Chicago. S'ils prennent Okoro, c'est très bien. L'effectif, il est bien renforcé aussi, ça, il n'y a pas de souci. Mais peut-être qu'Avdija, avec sa capacité à plus créer, ouais, serait plus le joueur qu'il faut. Ouais. Et c'est noté, messieurs, pour cette équipe des Chicago Bulls. On note, hein, du coup, on partirait plutôt sur de tout ce qu'on a dit sur du Deni Avdija. Avdija. Je ne suis pas sûr de la prononciation, Je mais crois que c'est Avdija ou Avdija, on Avdija. va dire. Avdija, j'ai Avdija, entendu peut-être. aussi. Donc, Bon, le sort de la draft, on s'entraînera à le prononcer. Notre cher ami qui jouait du côté du Maccabi Tel Aviv cette saison, 19 ans, pareil, au poste d'ailier. On va enchaîner tout de suite avec la franchise qui pique en 5 cette année, qui avait l'habitude ces dernières décennies de choisir en premier, qui reste dans le top 5 cette fois-ci. On parle bien évidemment des Cavaliers Cleveland. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur cette équipe des Cavs? Alors, les Cavs, si on prend
pour la rentrée 2020-2021, donc on va dire pour le 22 décembre. Sur le papier, ils ont déjà 4 postes sécurisés, avec les 2 guards qu'ils ont sélectionnés à la draft précédemment, donc Sexton et Garland, et les 2 intérieurs pardon, Drummond et Love. Donc, sur le papier, un poste 3, au premier abord, ça paraît idéal. Sauf que quand on sait les rumeurs qui tournent autour des 2 intérieurs, sachant qu'apparemment, c'est déjà quasiment acté que Drummond il part à la trade deadline de cet hiver, enfin février ou je ne sais pas quand elle aura lieu cette année, en fait, ça ouvre beaucoup plus de possibilités parce que on peut soit rester sur le poste 3 qui était le poste de base où il semble y avoir des trous, ou peut-être choisir un intérieur qui possiblement remplacerait l'un des deux titulaires qui sont dans les 2 cas en départ, enfin, en partance, qui peuvent potentiellement partir, quoi. Donc pour moi, pareil, c'est un peu comme Charlotte, c'est les 3 postes du front court peuvent être améliorés. En sachant que, effectivement, je vois l'effectif là des Cavs là sous les yeux. On a du Drummond de Tristan Thompson Ouais. qui est toujours Mais là, mais Thompson, je crois qu'il est free agent c'est cet été, non? Je crois que c'est cet été qu'il est free agent. je vais vérifier. Je crois que c'est l'année Mais prochaine. Je pense que oui. Hein. Comme Drummond, je crois que les deux, ils partent la même année. 2016, et après il a pris 4 ans en 2016 après le titre. Je crois que c'est ça. je vais vérifier. Mais ouais, du coup, effectivement, ça fait des joueurs de toute façon qui n'ont pas énormément de grosses garanties du côté des Cavs. Juste- Oui. Je rajoute juste un truc essentiel pour Cleveland, il faut que ça soit un défenseur du moins correct. Minimum, Ouais. parce que le truc, c'est que c'est. Enfin, on a parlé pas mal des situations défensives, les équipes précédentes. Cleveland, c'est peut-être l'apothéose de tout ça, quoi. Donc, Hmm. si tu rajoutes un mec qui défend pas en plus, ça paraît. Enfin, t'as beau marquer 120 points, si t'en prends 135, c'est compliqué, quoi. T'en penses quoi, toi, Fred, du coup? Ouais, mais là, je sens encore Benjamin qui introduit un peu le joueur Ouais, bah, auquel il ça pense. paraît. Ça Ouais, paraît- ouais, Il y a Isaac Okoro. certains moments où ça paraît tellement évident pour tout le Hein. monde. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, non, bien sûr. Bah, en plus, comme tu disais, Love et Drummond, ils peuvent bouger. Et à ce moment-là, s'ils bougent, peut-être que tu as besoin d'un joueur sur le front de court. Mm. Le truc, c'est que Wiseman, il est parti. Normalement, à 5, c'est quasiment sûr. Après, il reste Obi Toppin. Obi Toppin, ça serait sympa parce qu'il joue dans l'Ohio déjà, mais c'est peut-être pas le joueur qu'ils vont cibler en premier, ça c'est sûr. Donc, non, je pense qu'Isaac Okoro, il sera dispo. Au pire des cas, tu changes entre Isaac Okoro et Avdija qui peut être là, même si c'est pas un défenseur spécialiste comme Okoro. Euh, Ça serait un bon joueur quand même. Mais je pense que le plus probable, c'est qu'Okoro soit dispo en 5 et que Cleveland le prenne. Ouais, et puis ça serait un bon fit, clairement. Poste 3, 2-3, il est défenseur qui apporte, euh, qui apporte quand même offensivement. C'est pas non plus genre Lukemba, Moutet ou les mecs qui savaient pas shooter et avec qui tu ne pas donner le ballon, tu vois. Donc non, Isaac Okoro, ça semble être un bon fit, ouais. Okoro, alors désolé les gars, parce que je suis en train de voir les Vosges bombes. Ça n'est pas une du tout, mais ça concerne les Nets. Donc, je regardais ça. Il y a les Detroit Pistons qui ont tradé Bruce Brown à Brooklyn en échange de Janan Moussa d'un second tour 2021. Voilà, je suivais ça avec C'est pas mal pour impatience. Brooklyn. Pardon. C'est pas mal. De toute façon, vous en n'était plus très intéressant dans la rotation des Nets. J'espère que ça annonce pas d'autres mouvements prochainement. Bon, on aura le temps d'en parler dans la semaine Et des grosses rumeurs. je viens de vérifier, Thompson, il est libre cet été. Ok. Donc, Ça va finir au Lakers, ça. Ils vont tous aller voir LeBron, papa LeBron. Ouais. Enfin, effectivement. Mais du coup, ouais, du côté des Cavs, donc on reste sur un profil plutôt comme disait Benjamin, sur le front de courte avec peut-être possiblement un ailier. Et donc ce Okoro, qu'est-ce qu'il a d'intéressant pour ces Cavs-là? Vous parlez de physique, de défenseur potable. C'est quoi un Ouais. petit peu son profil à Okoro qui partirait logiquement en 5? Ouais, je pense qu'il est plus que potable, même défensivement. C'est un joueur qui est physique, qui est grand, qui est costaud. Voilà, il est autour de 2 mètres, il est bien costaud, tu vois. Il a l'envie aussi, surtout. Il a l'envie de défendre, je pense. Et Je pense qu'il c'est aime un ça. joueur qui est explosif en plus. Ouais, il aime ça, il aime défendre, ça se voit.
Et c'est un joueur qui va te soulager à ce niveau-là. C'est un mec, tu pourras le mettre sur le meilleur extérieur adverse, il n'y a pas de souci. Il pourra aussi défendre un peu par moment sur des 4. Enfin, tu pourras le switcher quoi, sur n'importe qui. Et après, offensivement, c'est un joueur qui est explosif, qui part vite en transition. Si tu joues rapide, Okoro, ça court. Ça va chercher des alley-oops, ça va dunker. Voilà. Après, niveau shoot, c'est un joueur qui est régulier. Je crois qu'il est tiré genre à 30% à 3 points sur un volume moyen, voire bas. Mais il n'y a pas non plus de gros red flag. Tu te dis que tu peux le faire travailler. Il n'a pas une forme, une mécanique de shoot préoccupante. Donc, il y a moyen qu'il devienne un bon shooter. Donc, au pire des cas, allez, on peut envisager ça comme un 3&D plus, on va dire, qui t'apporte aussi du dynamisme offensif et défensif. Donc, voilà, je ne sais pas si ce sera une superstar. Honnêtement, je ne le vois pas trop devenir un multi-all-star ou quoi, mais en tout cas, ça peut devenir un très bon titulaire, ça c'est sûr. Et, bon, on suivra ça, bien évidemment, au Okoro, possiblement selon nos pronostics d'aujourd'hui, qui partiraient du côté des Cavaliers de Cleveland. Voyons justement derrière eux, on reste toujours dans la conférence S cette fois-ci. Ça fait beaucoup après Charlotte, les Bulls, les Cavs. On reste encore à l'Est cette fois-ci. On part du côté d'Atlanta cette fois-ci, qui va pick en 6. Théo, pareil, t'es en rouge, Atlanta en rouge, ça tombe bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette franchise des Hawks et de quoi elle aurait possiblement besoin pour les années à venir? On sait qu'ils sont beaucoup, beaucoup de jeunes. Est-ce que tu peux nous démêler un petit peu tout ça? En fait, Atlanta, c'est une situation particulière parce que c'est peut-être l'équipe qui a le plus, qui a un 5 majeur déjà, qui est normalement bien en place. Après, attention, les rumeurs de trade, on sait qu'ils n'ont pas forcément pique en 6. Atlanta, ils sont dans pas mal de rumeurs de trade. Maintenant, ils ont un 5 qui est déjà à peu près normalement calé et qui est très jeune. Le joueur le plus vieux de ce 5 majeur, ce serait Clint Capella, et il a 26 ans. Donc ça reste encore très jeune. Donc voilà, ils ont un 5 majeur, ils ont rajouté 2 rookies l'année dernière, Reddish, Hunter, ils avaient déjà John Collins, Trae Young qui a été All-Star la saison dernière. Ils ont énormément de jeunes. Et le gros besoin d'Atlanta, pour moi, aujourd'hui, ce serait, et je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'est un créateur en sortie de banc derrière Trae Young. Aujourd'hui, ils ont un banc très faible. Ils vont perdre Jeff Teague, qui est agent libre. Je pense qu'ils ont envie de continuer à garder plutôt une équipe assez jeune et de faire progresser ce groupe ensemble. Du coup, je pense qu'un créateur en sortie de banc, ce serait vraiment la piste qu'Atlanta étudie aujourd'hui, parce que c'est ce qui leur manque aujourd'hui. Ils ont l'un des bancs les plus faibles de la ligue, alors qu'ils ont un 5 majeur qui est quand même plutôt solide, surtout à l'Est. Donc, il leur manque vraiment quelqu'un en sortie de banc capable de créer. Mon cher Fred. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, honnêtement, sur les mocks, sur les analyses que j'ai pu voir. Et puis même sur les rumeurs de ce qui se passe à l'intérieur de la franchise, dans le front office, c'est qu'ils cherchent un meneur remplaçant. Déjà l'an dernier, ils cherchaient un peu, pas via la draft, mais via les trades et via ce qu'ils avaient. Ils avaient essayé avec Evan Turner, ça n'a pas marché. Ils ont essayé le retour de Jeff Teague, ça n'a pas marché. Donc maintenant, ils vont essayer via la draft. Et du coup, moi, je vois bien Tyrese Haliburton. C'est vraiment le joueur qui me semble... Enfin, ça me semble le profil idoine, vraiment. Euh, il fera tourner la boutique, entre guillemets, en sortie de banc, et puis il pourra jouer aussi avec Trae Young pour jouer ensemble. Donc Tyrese Haliburton, ouais, je pense que c'est vraiment le profil. Après, il y a Killian Hayes aussi qui pourrait marcher. Mais Killian Hayes, moi, je le vois pas comme un pur meneur, même si ça sera un très bon meneur, mais je le vois aussi comme un mec Un combo qui pourrait plus. jouer, ouais, combo guard un peu, voire ailier. Donc Haliburton, pour moi, c'est vraiment le joueur pour Atlanta, c'est le fit parfait, ouais. C'est un meneur, enfin c'est un pur meneur. Est-ce que Ouais, ouais, Haliburton, je le vois pas devenir une superstar non plus. Pour moi, il me fait un peu penser à un Mike Conley, tu vois, dans le sens où c'est pas le meneur flashy, c'est pas le meneur qui va marquer 25-30 points par match en moyenne, mais il fait tout et il fait tout bien. Il perd jamais le ballon. Genre, tu mets la balle dans ses mains, tu sais que ta possession, elle va aller au bout. D'ailleurs, c'est bien parce que, enfin, c'est marrant, je trouve, c'est un peu un signe du destin, mais à Iowa State, il était le successeur de Monte Morris qui joue à Denver maintenant.
et qui était très connu pour être le mec qui perdait jamais la balle, qui avait un ratio perte de balle, enfin, passe décisive, perte de balle, genre de 5, genre 5-6 passes décisives pour même pas une perte de balle par match, ce qui est un truc de fou, hein, c'était des stats historiques au niveau universitaire. Et quand il est parti, on s'est dit, bon, on va perdre ce profil-là, et non, tu as Liberton qui arrive, qui sort un peu de nulle part, et qui est dans cette lignée-là. Et du coup, ouais, c'est un mec qui est très safe avec la balle, qui est grand quand même, il fait presque 2 mètres, je crois, même si c'est un peu les tailles des meneurs modernes maintenant. Mais c'est un joueur très impliqué défensivement. Il est très bon sur l'homme, mais aussi dans la défense collective. Après, sur le shoot, c'est un peu plus irrégulier, mais c'est un joueur qui est complet, qui fait tout bien. Comment Donc ça sera... t'expliques qu'il est, selon en ayant vu pas mal de mock draft, qu'il a pas mal glissé aussi. Comment t'expliques est-ce que les franchises sont un peu frileux sur lui, sur son profil? Est-ce que Ouais, euh, ça dépend des rumeurs. Après, moi, je t'avoue que j'ai pas trop remarqué les glissades dernièrement, mais même si j'en ai vu, mais j'avais aussi vu il y a quelques semaines des rumeurs comme quoi Golden State envisageait de le prendre en deux, tu vois. Enfin, c'était pas impossible à leurs yeux en tout cas. Donc, ouais, la draft, elle est très ouverte et je pense que lui, c'est un mec qui peut partir très tôt comme plus tard. Parce que, comme je t'ai dit, ouais, c'est pas un mec qui semble se projeter comme une superstar. Parce que, surtout au poste de meneur, tu vois, au poste de meneur, tu piques dans les 5-6 premiers choix, tu te dis, bon, si je prends un meneur, on va essayer de prendre un mec qui sera, je sais pas, un Lillard, un Irving, un mec qui va être un multi-all-star, quoi, par la suite. Et lui, c'est peut-être plus difficile d'imaginer ça. Mais bon, comme je t'ai dit, moi, je le vois bien devenir un Conley, par exemple, un mec de cette, de cette graine-là, donc pourquoi pas, hein. Et pour moi, il et, ferait pas tâche en 6. ça peut faire du bien, comme on le disait à Atlanta, et leur 5 qui est tout leur effectif, hein, qui est assez jeune, ils ont pas mal de jeunes entre Trae Young, Kevin Huerter, DeAndre Hunter, Collins aussi, tu l'as dit Théo, on est sur de l'effectif assez jeune finalement pour, euh, pour les Hawks, à voir ce qu'ils vont faire de ce sixième pick. On enchaîne du coup tout de suite, messieurs, avec la septième franchise à pick sur cette draft NBA 2020. Et puis on reste encore à l'Est, cette fois-ci avec les Detroit Pistons. Ben, les Pistons qui ont perdu l'année dernière Drummond, qui ont fait une saison un peu plus difficile encore à l'Est. C'était pas fameux non plus. Qu'est-ce qu'on peut espérer du côté des Pistons avec ce pick 7? Hum, En fait, pour moi, quand tu draftes, il y a toujours deux questions. C'est soit tu draftes au talent, soit tu draftes au fit avec ton équipe. Et pour moi, là, Détroit, c'est l'équipe où il faut pique au talent absolument. Peu importe ce que c'est, tu piques au talent. Parce que quand tu regardes l'effectif, tu n'es même pas sûr que dans 3 mois, il y ait un joueur qui soit toujours là, quoi. Donc, tu les prends tous. Il y a Derrick Rose et Blake Griffin qui sont vraiment possiblement, qui peuvent être trade n'importe quand. Il y a Wood qui a été une satisfaction l'année passée, qui est free agent. Il y a Sekou qui est en demi-teinte, même si bon, il va rester, il va se développer, mais il a pas fait il a eu surtout des frasques un peu. Enfin, il y a des sorties qui sont pas très clean. Tu prends même alors, Svi, je me rappelle plus le nom, Michael Lietchouk, je suis désolé si j'écorche, et Luc Kennard, pareil, qui était déjà dans les rumeurs l'année passée. En fait, quand tu reprends tout l'effectif, tu as l'impression qu'il n'y a personne qui est stable. Donc pour moi, si tu peux prendre quelqu'un et d'autant plus à la création qui a un minimum de talent, faut foncer. Enfin, ça me paraît être assez évident, pareil. Après, je pense que là, c'est vraiment au talent. S'il y a quelqu'un qui est en dehors du poste enfin, qui ne crée pas, mais qui est le plus talentueux, je ne sais pas pour quelconque raison, il y en a un qui descend jusque-là, bah, faut le prendre, hein. Pour moi, c'est le plus évident. Ouais, ouais, Fred, clairement. est-ce Ouais, qu'il y a un non. joueur qui te vient en tête comme ça, toi, pour ces Pistons, enfin, pour ces Detroit Pistons-là? Ouais, c'est un peu un dilemme parce que ouais, Ben il a raison, hein, il faut du talent, c'est clair, mais après les 6 joueurs qu'on a dit, surtout les 5 premiers, c'est difficile de voir un joueur se dégager particulièrement de ce qui reste. Mais peut-être Kylian Hayes, si on doit vraiment parler de talent, il reste Kylian Hayes qui est
qui est un très très bon joueur déjà aujourd'hui et qui a une grosse marge, qui est un joueur qui progresse très vite aussi. Kylian Hayes, ouais, je pense que s'ils n'arrivent pas à avoir un des mecs qui a été pris dans les 6 premiers, si personne glisse par rapport aux 6 noms qu'on a déjà donnés, ce serait Kylian Hayes. Et voilà, ça ferait un duo français, à voir si c'est une bonne ou une mauvaise chose à leurs yeux, à Détroit, de mettre un Français avec Sékou, puisque Sékou a eu ses soucis jusque-là. Mais moi, je pense que ça serait une bonne chose, a priori, de mettre deux jeunes Français ensemble. Et ça pourra bien marcher. Kylian Hayes, ouais, ça serait une infusion de talent, on va dire, dans l'équipe. Et puis un joueur qui progresse très vite, vraiment. Moi, j'avais vu Kylian Hayes jouer avec Cholet. Franchement, quand il jouait à Cholet encore, c'était déjà, enfin, c'était juste il y a 1 an et demi, hein, et c'était là aujourd'hui, c'est déjà un joueur mais complètement différent. La progression sur le tir et sur le dribble, elle est extraordinaire, franchement, en quelques mois. Et je pense que ouais, à Détroit, il ferait pas tâche. Et ce serait un bon choix. Après, je pense qu'il passerait quand même après des joueurs comme Lamelo Ball ou quoi, si ces joueurs venaient à glisser. Mais Kylian Hayes, ça fait partie de ces joueurs du coup, européens qui connaissent le haut niveau depuis un certain temps maintenant. Faut un peu cette même question, mais est-ce qu'il est entre guillemets NBA ready? Est-ce que tu le sens apte aussi à faire cette bascule entre le jeu européen, Ouais, ce qu'il a connu avec Cholet, ouais. avec Ulm là maintenant? Est-ce que Mm. tu le vois prêt pour ce défi qu'est la NBA? On fera pas la comparaison, mais parlons-en quand même un petit peu avec Frank Ouais, bien sûr. Ntilikina, pardon, ils ont pas du tout le même profil, mais voilà, c'était quand même un joueur européen qui arrivait Bien en sûr, bien sûr. NBA, qui a eu un peu plus de mal. Est-ce que tu penses que Kylian Hayes, lui, est plus apte à la NBA de maintenant? Ouais, moi, il m'a l'air bien quand même, mentalement et prêt pour la NBA. Bon, certes, ça peut sembler anecdotique, mais il est quand même assez américain, Kylian Hayes. D'ailleurs, je me demande si à terme, ça sera plus un joueur vraiment français. Euh, En termes de sélection, je me dis que s'il devient vraiment trop fort, il risque de finir avec les Team USA plutôt qu'avec la France, surtout avec ce qui s'est passé par le passé avec la fédération en France. Donc, ouais, enfin, il est déjà, tu vois, il est déjà adapté au contexte américain. Il connaît les États-Unis, il s'entraîne tous les étés là-bas. Son père est américain. Donc, déjà, à ce niveau-là, au niveau culturel, etc., il sera déjà prêt. Et après, je pense que c'est un joueur qui évolue très vite, qui s'adapte très vite au nouveau contexte, comme il l'a montré en allant en Allemagne direct en étant titulaire, en prenant les clés de l'équipe et en plus à un poste qui, pour moi, est pas forcément un poste naturel, même si je jouait déjà meneur à Cholet quand il joue en Deep Elite. Mais pour moi, c'est un joueur qui est sous-estimé sur sa capacité à jouer sans ballon et puis aussi sur son côté athlétique. Euh, pour finir, enfin, je pense que c'est un mec qui pourra beaucoup jouer sans ballon, tu vois, attaquer les close-out. Je trouve que quand il pénètre, même si le premier pas est pas le plus rapide, il voit bien les angles, il sait quand il peut attaquer le cercle et il finit quand même souvent avec des dunks assez costauds. Donc, c'est un joueur qui physiquement, athlétiquement est peut-être un peu sous-estimé. Mais sur ta question, s'il est prêt ou pas, ouais, je pense qu'il est prêt, plus prêt qu'un Nilikina et peut-être même plus prêt que beaucoup de joueurs américains. Ça peut faire mal dans les cercles pour Juste les une... paniers avec Kylian Hayes et Sekou Hmm. Doumbouya, les Français, ça peut détonner, pourquoi pas. Ouais, c'est juste, il y a beaucoup de rumeurs, enfin apparemment il y a même comment dire, des principes un peu, enfin pas des principes, comment dire, des accords un peu tacites autour de Patrick Williams. Ouais, Donc en fait moi, enfin donc j'ai fait mes recherches et tout et ça a l'air quand même d'être un profil, j'ai pas envie de dire role player, mais qui ressemble plus potentiellement à un bon role player plus qu'à un vrai crack superstar. Est-ce que ça serait le bon profil pour Détroit et est-ce que bah, je suppose que s'il est comment dire, projeté aussi haut, c'est que ça fonctionnera probablement NBA, mais est-ce que c'est le bon profil, tu penses? franchement, Patrick Williams, moi je suis pas son plus grand fan et je trouve que c'est pas forcément la bonne chose pour lui déjà d'arriver à Détroit dans une équipe qui a pas beaucoup de talent où on va attendre que ce choix de draft passe à soit un mec qui a du talent et qui apporte rapidement. Patrick Williams, c'est un joueur qui est physiquement très en avance en fait, mais après sur son basket, sur ses qualités intrinsèques, on va dire, c'est un joueur qui a beaucoup de travail devant lui. Moi, je trouve que déjà, il va être drafté haut parce que c'est une draft beaucoup plus déséquilibrée qu'avant. Parce que, par exemple, lui, il a un petit peu pris le relais de Kabengele à Florida State.
Kabengele, c'est un joueur l'an dernier à la draft, je crois qu'il a été pris à la fin du premier tour, un truc comme ça, par les 29e. Clippers. Combien tu m'as dit? 29e? 29e, il est pick Ouais, 29e. voilà. Ouais, maintenant il est dans des rumeurs de transfert et tout. Tout à l'heure, je l'ai vu dans une rumeur de transfert. Enfin, tu vois, et pourtant, c'est un joueur qui a aussi un profil physique, etc., qui était intéressant. Donc, Patrick Williams dans les premiers choix, je pense que ça peut l'handicaper de lui en premier, surtout s'il arrive à Détroit, parce qu'il va y avoir des attentes qui vont être importantes pour un joueur qui a beaucoup de travail devant lui, mais qui a évidemment un gros potentiel, c'est sûr. Ne serait-ce que déjà avec ce qu'il a déjà physiquement et puis ce qu'il peut apporter avec le ballon aussi. Ouais, 27 pour Miofongu 27. quand même. Mais, du côté des Clippers, à voir, c'est ce que vous dites est intéressant. C'est vrai que Détroit, ça va être la franchise aussi, une des franchises aussi où il y a le plus d'incertitudes en termes de joueurs. C'est voilà, il y a beaucoup de mouvements et surtout sur un septième choix comme ça peut très vite bouger pour les Pistons. Pour les prospects aussi, ça peut aller très très vite. On part du coup sur du Kylian Hayes, pourquoi pas, avec former un petit duo franco-français avec Sekou Doumbouya, ça peut être intéressant. Ça serait pour nous fans outre-Atlantique, ça serait sexy, pourquoi pas. Voilà pour ces Détroit Pistons. Il nous reste 3 franchises, messieurs, à voir aujourd'hui. Et puis, on va rester encore une fois à l'Est. Cette fois-ci, on va parler d'une franchise que Benjamin connaît bien, mais dont il ne parlera pas, enfin pas tout de suite en tout cas. On a laissé ces honneurs-là à Théo. On va parler des New York Knicks cette fois-ci avec le 8e pick de cette draft 2020. Théo, les Knicks, on va essayer j'allais dire gentil, d'être voilà, de bien comprendre un petit peu. On va pas trop leur taper dessus sur ces Knicks-là. Mais ouais, on va essayer de pas leur taper dessus, mais de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin de tout. Faut être clair. En plus, on sait, bon, allez, ils ont les 2 postes verrouillés, on va dire, sur le 5 majeur, le poste 2, le poste 5, avec la paire RJ Barrett, Mitchell Robinson. Mais Mitchell Robinson est notamment dans quelques rumeurs de trade, donc c'est même pas sûr qu'il reste finalement. New York, on ne sait pas quel est non plus le projet exactement. Est-ce qu'ils vont du coup tout donner pour faire venir Westbrook, ou est-ce qu'ils veulent continuer leur reconstruction, à continuer avec des jeunes? C'est une bonne question. Après, ils ont besoin de talent. Tout simplement, ils ont besoin de talent. Benjamin parlait du fait qu'il y ait 2 possibilités. Soit on pique au talent, soit on pique au meilleur fit avec l'effectif. Pour moi, New York, ils ne doivent pas réfléchir, ils doivent drafter au talent. Le meilleur talent disponible à ce moment-là, la 8e place. Donc voilà, ils ont besoin de tout, sauf d'un 2 et d'un 5, on va dire, pour l'instant, au vu de l'effectif actuel. Mais, euh, mais ça reste un effectif pour l'instant très limité, donc n'importe quel joueur de talent fera du bien à New York. Avec RJ Barrett au poste 2, logiquement, et puis Mitchell Robinson, pareil de jeune du côté de New York. Fred, est-ce que tu as des profils, toi, qui viennent en tête pour aller Ouais. du côté de la grosse pomme? C'est difficile hein, parce que déjà, comme au Ouais. choix d'avant, j'avais dit, tu commences à avoir du mal à avoir des joueurs se dégager niveau talent, même s'ils ont tous du talent, justement, mais c'est difficile d'en voir un au-dessus des autres. Et en plus, poste 2, il y a RJ Barrett, et moi, je vois des joueurs talentueux encore dispo, mais poste 2, genre Tyrese Maxey, par exemple, même si ça peut être haut, mais on sait que les Knicks, ils sont capables de faire un reach, comme ils avaient fait avec Kevin Knox, par exemple. Tu vois, c'est des mecs qui sont capables de nous surprendre à la draft, même s'ils ont changé de direction depuis. Donc, à voir, mais je pense ouais, Devin Vassell de Florida State, ça peut tomber à New York aussi, pour avoir genre un ailier qui complète Barrett et qui te donne du shoot, de la défense, qui fait un peu le 3&D, ou sinon un meneur, tout simplement un meneur, parce qu'un mec qui tire la balle. Et là, on arrive sur des joueurs qui sont prévus globalement plus tard, mais Kira Lewis, par exemple, d'Alabama, ça peut finir en 8, donc à New York. Donc ouais, je pense que New York, comme Détroit, ils espèrent que les noms qu'on a déjà cités, il y en a un parmi ceux-là qui glissent. Sinon, il faudra aller chercher dans ce qui reste. Si Westbrook ne vient pas, il faudra peut-être prendre un meneur, peut-être Kira Lewis, ça serait une possibilité. Ouais, Kira Lewis, du coup, à la main. Devin Vassell, lui, c'est plutôt un poste Ouais, 2-3. 3. Ouais. Ailier, tout simplement. Ouais. 2-3, ouais.
Ouais, 2-3. Ça ferait, pour toi, Théo, ça ferait du bien d'avoir ce genre de joueur, peut-être si Westbrook ne vient pas, on l'a dit, on sait jamais. New York, c'est un peu compliqué, hein. On a pas mal de joueurs qui s'empilent sans trop savoir où ils jouent et est-ce qu'ils vont vraiment jouer. On pense à Frank Ntilikina, Dennis Smith Jr. aussi qui est toujours là, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Il y a des joueurs comme Wilfried Payton. euh, Elfrid Payton, ouais, lui aussi. Payton normalement qui serait titulaire. On a du Kevin Knox aussi, du Bobby Portis, du Julius Randle, du Taj Gibson. Désolé Ben, mais bon, on a pas mal de joueurs Qu'est-ce que c'est effectivement. bien géré comme effectif? Ah mon Dieu, c'est impressionnant. Est-ce que la question que je me pose, est-ce que on est d'accord qu'il n'y a pas réellement de leader dans cette franchise-là pour l'instant sur le terrain, possiblement RJ Barrett qui devrait l'être dans le futur, mais est-ce qu'il n'y a pas un joueur qui peut arriver pour cadrer tout ça, ou est-ce que c'est trop tôt pour Pour ces moi, mix-là? pour moi, c'est pas l'envie du management. Je pense que aussi le choix de Tom Thibodeau pose comme ça aussi, c'est que Tom Thibodeau, bah, on peut lui mettre 5 role-players sans vraiment de leader, et c'est lui le leader vocal en fait sur le banc parce qu'on connaît le profil de Tom Thibodeau, on sait qu'il va vouloir leur faire défendre le plomb et qu'il va gueuler sur le côté avec ses plaquettes dans la main, qu'il va lancer sa plaquette au sol quand une rotation sera mal faite. Donc voilà, après, je suis assez intrigué par Kira Lewis, comme l'a dit Fred. Je pense que c'est un profil intéressant. Après, est-ce que 8, c'est pas un peu rich pour Kira Lewis aujourd'hui? C'est une question. Après, Mhm. dans cette draft, c'est quand même une draft qui est considérée comme une draft de role player, où beaucoup des joueurs, au final, qui peuvent être très bons en NCAA, ont quand même un talent plutôt de role player en NBA. Donc, c'est toujours compliqué dans ces places-là de se dire qu'il y a une équipe qui doit drafter au talent alors qu'il n'y a pas de talent qui apparaît vraiment au-dessus. Après, moi, j'avais envie de demander à Fred ce qu'il pense du cas Cole Anthony, qui est un joueur qui était prévu Ouais. au début de la saison très haut dans les mock drafts et qui a complètement chuté, qui est Ça, aujourd'hui prévu autour de Mhm. place 14, 15, 16, qui est prévu Mhm. en milieu de premier tour, en sortie de loterie. Est-ce que c'est vraiment, Ouais. est-ce qu'il a un manque de talent qu'on a vu ou est-ce que c'est Mhm. vraiment une mauvaise saison qui l'a fait chuter? Bah, sa saison, elle est un peu chaotique parce qu'il a été blessé longtemps au début et après la saison, elle a été interrompue pour les motifs qu'on connaît. Et en plus de ça, il est tombé dans une équipe de Carolina qui était très faible, historiquement faible, j'ai envie de dire même, parce que Carolina, d'habitude, c'est toujours une des équipes qui joue pour le titre. Et cette année, c'était vraiment une fin de cycle. Ils ont perdu énormément de joueurs d'un coup. Et il s'est retrouvé en plus dans une équipe très faible, anormalement faible pour le programme que c'est habituellement. Donc il a quand même fait des stats, mais il a aussi donc il a pu montrer toutes ses qualités, mais aussi certains de ses défauts. Au niveau du shoot, ça semble assez aléatoire sur les sélections de shoot déjà, et puis même sur tout simplement la capacité à marquer ses shoots. Et après, ça serait bien pour lui parce que c'est un mec de New York, donc il serait chez lui, ça serait pas mal. C'est un mec qui est fils d'un ancien joueur, donc a priori, il est déjà armé, on va dire. Enfin, mentalement, il est déjà prêt à la NBA parce il a un père qui a pu le guider depuis longtemps. Mais le problème, c'est que New York, ils ont besoin de spacing avant tout. Et pour RJ Barrett, par exemple, ou Julius Randle, des joueurs comme ça, ils ont besoin d'espace pour attaquer le cercle. Et avec Cole Anthony, un mec qui ne donne aucune certitude au shoot, tu vas pas l'avoir ton spacing. Donc il faut prendre un mec qui va te mettre des tirs et qui va être défendu derrière la ligne, tout simplement. Ok. c'est vrai qu'il a pas ce profil de gros shooter, et c'est vrai que l'histoire serait belle, hein, pour Anthony. C'est vrai qu'il a pas Ouais. mal glissé aussi, et qu'il a peut-être un profil un peu similaire aussi à ce que peut proposer RJ Barrett aussi sur ses postes extérieurs. Mm. Il se marcherait peut-être sur les pieds à voir aussi. Une chose est sûre, en tout cas, c'est que vu que la draft se passera via ordinateur, on n'aura pas les fans des Knicks qui siffleront dans la salle. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le choix des Knicks qui ne se fasse pas siffler cette saison. Messieurs, il nous reste encore deux franchises à voir. Promis, c'est la dernière du côté de la conférence Est. On va voir du côté de la 9e place et on va partir cette fois-ci à Washington avec les Wizards, cette fois-ci, qui vont du coup piquer en 9.
Pour terminer pour toi, du coup, Ben, ces Wizards-là, est-ce qu'il y a quelque chose pour toi là? On commence à descendre un petit peu, petit à petit. Est-ce qu'il y a un profil, quelque chose qui serait intéressant pour Washington? En fait, Washington, c'est intéressant parce que pour moi, avec les Warriors, c'est la seule franchise qui doit être en playoff, des 10, celle qui doit être quasiment absolument en playoff à la fin de l'année. Parce qu'ils ont quand même, ils misent toujours sur le duo Wall-Bill qui a quand même du plomb dans l'aile depuis pas mal de temps, mais ils ont l'air d'être assez sûrs d'eux, de vouloir continuer d'essayer. Donc, si à la fin de l'année, tu es derrière Orlando ou Chicago ou ce genre d'équipe, ça fera un peu tâche quand même, quoi. Donc, en fait, là, ils ont donc les deux arrières superstars et ils ont sur les postes 4 et 5 Hashimura, donc, qui a été drafté l'année passée, et Thomas Bryant, qui a quand même, je trouve, un contrat à 7 ou 8 millions l'année et qui fait clairement le travail pour ce qu'on lui demande, quoi. Donc, à première vue, ce qui manque, c'est un poste 3 parce que j'ai commencé à regarder, pareil, les noms des postes 3 dans l'effectif. Bon, voilà, quoi. Il y a des mecs que je ne savais même pas qu'ils existaient. Donc, en plus, sachant que sur les postes 3-4, il y a Bertans qui est free agent, je crois. Donc ça fait quand même beaucoup d'incertitudes sur ces postes. Donc pour moi, ça serait ici qu'il faudrait se concentrer, se focus, parce que c'est ce qui semble être le plus vide pour pouvoir potentiellement essayer d'avoir une place en playoff. Donc ça serait pas peut-être pas du talent, du potentiel exceptionnel, mais peut-être quelque chose qui apporte immédiatement pour Washington, quoi. On a du Troy Brown Jr. Au poste Hmm. 3, du Isaac Il y a, Bonga il y a ou aussi Jérôme Robinson. de- Admiral Schofield. Admiral Schofield. Ouais, Les Pirates. Admiral Schofield, qui a un nom atypique, mais qui est un bon joueur, attention, hein. C'est un Ah très ouais, bon joueur à Tennessee. Et je pense pas que ça sera. Bah, ça peut devenir un titulaire en NBA à terme, un role player correct. ça manque Mais vraiment aujourd'hui, on n'y est pas d'implication. encore, donc on ne peut pas trop miser là-dessus. Je pense que, je sais pas si Washington, ils misent pas plus sur Troy Brown quand même, parce qu'ils l'ont pris 15e ou 16e dans une draft il y a 2 ans, quand Si, il si. était très jeune. Il est toujours très jeune, du coup, donc à voir s'ils misent pas un peu plus sur lui. Après, ouais, au niveau du poste 3, forcément, si tu as envie d'aller en playoff direct, il te faut un joueur utile tout de suite à ce niveau-là. Donc un Devin Vassell, par exemple, ça pourrait être un très bon choix pour Washington. Ou sinon Aaron Nesmith de Vanderbilt, qui est un poste 3 aussi, qui est un mec qui peut scorer tout simplement. Il peut scorer à 2 points, à 3 points. C'est un scoreur à 3 dimensions, comme on dit. Et ça pourrait marcher aussi. Après, moi, pour le coup, Washington, personnellement, j'aurais plus vu un poste 5 pour le coup. Ouais, Parce que poste 5, il y a Thomas Ouais, Bryant, mais ça reste un joueur moyen. Donc, pour moi, Onyeka Okongwu, c'est vraiment le fit parfait pour Washington. Poste 5 qui apporte, qui est assez complet, on va dire, qui peut switcher, défendre un peu sur tout le monde, qui est un rim runner, tu peux envoyer à l'alley-oop. Voilà, c'est pas un shooter, mais à voir si tu peux développer ça. Mais en tout cas, il apporte déjà quand même pas mal de choses. Il est beaucoup comparé à Bam Adebayo et on sait comment ça marche en NBA. Quand un mec il a un peu style, il commence à marcher, il commence à avoir un peu du buzz. Bah, tu as les autres équipes qui veulent copier et trouver un peu le profil calqué un peu, ouais, similaire. Donc au Congo, bah, ça revient beaucoup la comparaison avec Adebayo. Donc moi j'aurais vu au Congo quand même, mais bien sûr que le poste 3, il est important aussi et il manque. Donc pour moi, Devin Vassell en 9, si vont par là, ils vont chercher d'abord à ce poste-là. Théo, je te laisse trancher. Toi, plutôt poste 3 en complément de Troy Brown Jr. ou plutôt poste 5 derrière Thomas Bryant Ouais, ou pour le concurrencer. moi, je suis plus d'accord avec Fred. Je pense qu'ils ont besoin plus d'un poste 5. Thomas Bryant, je pense qu'il n'a pas un plafond qui est si élevé que ça. Euh, pour l'instant, il fait très bien ce qu'on lui demande, son travail déboire, etc. Maintenant, je pense que Troy Brown, il a montré des belles choses la saison dernière. Il a quand même fait quelques bons matchs. Et ça avait l'air de bien marcher avec Rui Hachimura. Après, avoir le fonctionnement de Washington, mais c'est vrai que moi, j'aurais plus vu un poste 5 pour venir aider cette raquette de Washington qui s'est quand même fait pas mal de fois marcher dessus la saison dernière. Drafté en 15e position en 2018 par les Wizards de notre cher ami Troy Brown Jr.
Ok, après avoir effectivement, encore une fois, en pick 9, ça va être, c'est une franchise assez dense. Au final, on anticipe un petit peu, mais c'est toujours difficile de voir ce que vont faire les franchises. On a du Maurice Wagner aussi dans la raquette pour les Wizards, du Yann Lamy qui est toujours là. C'est vrai que bon, ça peut sembler un petit peu léger. Bon, je pense qu'on n'attend pas grand-chose non plus de cette saison encore du côté de Washington. Désolé pour les fans des Wizards, mais ça va sembler encore un petit peu. Je pense que ça, enfin, personnellement, je pense que ça va sembler juste. On sait que Bradley Beal est annoncé un peu partout depuis quelques saisons. Ça sera peut-être l'occasion pour lui de partir. John Wall, on est sur une reprise après 1 an et demi sans jouer au basket. Ça peut sembler compliqué dans un premier temps pour retrouver le niveau et le haut niveau vite. Je ne sais pas ce que va attendre Washington, mais je ne miserai pas beaucoup dessus. Donc, à voir ce que vont faire les Wizards avec leur 9e pick. Et puis, bah, messieurs, on va terminer cette émission avec les derniers de ce top 10 de la draft. On va partir cette fois-ci de l'autre côté des États-Unis, on va partir à l'ouest. On va aller voir du côté des Suns, les Phoenix. Bon, t'es pas en rouge, orange, on va dire que ça passe, Théo, pour les Suns. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Phoenix un petit peu et sur cette dernière équipe du top 10 de la draft? Alors, je pense que honnêtement, c'est peut-être, si on met les Warriors de côté, l'une des équipes avec les Wolves qui a le plus d'ambition pour l'année prochaine, parce qu'ils sortent d'une saison qui est quand même très réussie, et notamment d'une bulle monstrueuse, où c'est la seule équipe invaincue de la bulle, hein. Ils ont fait 8-0 avec un Booker qui a juste été monstrueux cette saison. Donc, ils ont un 5 majeur qui marchait plutôt bien la saison dernière. Donc, 5 majeur Rubio, Booker, Oubre, Saric ou Johnson et Ayton. Donc voilà, après Phoenix, c'est une équipe qui nous a toujours surpris à la draft, notamment l'année dernière avec ce pick 11, ils avaient pris Cameron Johnson, c'était un peu inattendu, ce qu'on pensait être un peu rich et qui finalement a montré que ce profil de free and D a fait énormément de bien à Phoenix. Phoenix, comme toujours, j'ai envie de dire, a besoin d'un meneur. Après, ils sont dans pas mal de rumeurs de trade avec Chris Paul, mais ils ont besoin d'un meneur maintenant pour mener cette seconde unit parce qu'on voit que dès que Rubio n'est pas sur le terrain, bah, la création à Phoenix, c'est tout de suite compliqué. C'est compliqué parce que Kelly Oubre crée que ses propres shoots. Booker a énormément progressé là-dedans. Il a tourné à 7 passes décisives l'année dernière. Donc il a vraiment progressé là-dedans, mais ça reste quand même quelqu'un qui crée plus pour lui-même, même s'il est devenu très bon pour la création pour les autres. Donc ouais, moi je pense qu'ils ont besoin d'un créateur, dans l'idéal un meneur, parce que au poste 2-3 notamment, ils ont Michael Bridges qui sort du banc et qui fait énormément de bien défensivement, qui peut rentrer ses shoots. Donc moi j'aurais plus vu un meneur, ouais, créateur de. Et c'est peut-être à cet endroit-là que je verrais plus tomber un Kira Lewis notamment, dont on a déjà parlé. Ouais. On se rappelle vite fait pour les gens à la main aussi, on a Elie Okobo, je le place, hein, voilà, les Français qui sont là, mais c'est vrai que c'est pas non plus la plus grande des références du côté des Suns. Fred, pour terminer ce top 10, toi, du côté des Suns, qu'est-ce qui te semblerait intéressant avec ce qu'a dit notamment Théo et puis avec ce que t'en sais? Ouais, non, je suis d'accord avec Théo, hein, clairement, un meneur. Après, peut-être qu'ils vont aussi chercher à bouger le pic, hein, à faire un trade, je sais pas. Mais partons du principe qu'ils le gardent. Je pense qu'un meneur remplaçant, ça serait très utile, ouais. À voir s'ils réussissent à prendre Chris Paul aussi, mais dans tous les cas, même s'ils arrivent à le prendre, il faudra toujours un remplaçant. Kira Lewis, ça pourrait être un très bon choix. Je ne sais plus si on l'a verrouillé pour New York en 8, mais si ce n'est pas le cas, on peut partir du principe qu'il a aussi de très grandes chances, voire de plus grandes chances encore de finir à Phoenix. T'es parti sur Vassell avec New York. Vassell, ouais, voilà. Donc à ce moment-là, on n'a qu'à dire Kira Lewis. Hein. Kira Lewis à Phoenix, ça semble être un très bon fit. C'est un joueur qui va être très dynamique avec la balle, qui va pouvoir scorer, partager aussi le ballon, créer pour les autres. Très dynamique en transition aussi. Donc clairement, pour moi, ça fit bien avec Phoenix et avec les besoins. Donc Kira Lewis, pour moi, ça me semble très, très bien pour lui et pour la franchise. Rapidement, et peut-être on va terminer là-dessus aussi, justement sur ce profil de Kira Lewis. Théo, tu parlais de meneur, c'est vraiment une draft, donc on l'a dit homogène, etc., mais c'est vraiment aussi une draft de meneur. Il y en a beaucoup qui reviennent dans les mock drafts, etc. Il y a plein de noms qu'on n'a pas cités, hein, mais
que ce soit du côté français avec Théo Malédon, on a parlé de Cole Anthony, RJ. on va parler aussi RJ Hampton. exactement. Il y a pas mal de, on a parlé de Tyrese Maxey, Tyrell Terry aussi qui a la main. Bref, c'est une grosse draft de meneurs. Est-ce qu'il y en a un qui sort un peu plus du lot justement pour ce pick 10? Vous parlez de Kira Lewis. Est-ce qu'il y en a peut-être d'autres qui peuvent faire l'affaire du côté de Phoenix? Pourquoi pas? Qu'on n'a pas forcément cité, Hampton ou n'importe. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Fred? Non, en plus, Kira Lewis, quand même, je pense qu'à ce niveau-là, il se dégage, en sachant que les autres noms, les Ball, Haliburton, Hayes sont déjà partis probablement. Je pense qu'ils se dégagent quand même. Maxi et Hampton, pour moi, c'est pas des meneurs. C'est pas Hampton peut-être un peu plus, mais Maxi, c'est vraiment plus un off-guard, on va dire. En tout cas, c'est comme ça qu'il joue à Kentucky globalement. Et je pense qu'en NBA, ça sera aussi son rôle. Maxi, je pense qu'il va un peu bénéficier d'une espèce de fétichisme entre guillemets sur les arrières de Kentucky. Maintenant que tu as vu Tyler Hero, Jamal Murray faire des grosses performances dans la bulle notamment, je pense que ça va intriguer et Devin Booker aussi, bien sûr que j'oubliais, tous ces arrières qui sont passés par Kentucky, qui du fait qu'il y avait beaucoup de talent là-bas, avaient moins de minutes et moins de stats, et qu'ils arrivent en NBA, ils sont très très bons. Je pense que Maxi peut être un peu vu dans cette lignée-là et profiter de ça. Mais pour moi, c'est vraiment un off-guard arrière, mais pas meneur. Hampton, je le vois, il peut y avoir un reach, mais honnêtement, c'est pas vraiment un meneur pour moi non plus. Pas de métier en tout cas. Kira Lewis, pour moi, ça semble être un meneur de métier vraiment, qui a fait ses preuves pendant 2 ans à Alabama de façon très précoce en plus. Il faut savoir que lui, il est rentré très tôt à la fac et l'an dernier, il avait déjà fait une saison à la fac, mais il n'était pas encore éligible à la draft. Donc il avait l'âge des mecs qui étaient encore au lycée, mais lui, il avait déjà un an d'avance, il était déjà titulaire et performant à la fac. Donc aujourd'hui, il a l'âge, c'est un des plus jeunes de la draft, mais avec 2 ans d'expérience à la fac, donc ça c'est rare et c'est très bien, je trouve. Et vraiment, il a eu les clés de son équipe pendant 2 ans. Il a été coaché par Avery Johnson, qui a été un meneur en NBA, donc qui a dû lui filer pas mal de trucs quand même. Donc je pense que c'est le profil qui se dégage. Après, il y a Tyrell Terry que j'aime beaucoup, qui vient de Stanford, mais qui est pas prêt, à mes yeux, à porter tout de suite à une équipe, ne serait-ce que physiquement. Il est encore pas mal en retard, on va dire, à ce niveau-là. C'est noté, messieurs. Théo, tu voulais peut-être rajouter quelque chose En fait, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Fred, parce que même les autres meneurs qui sont attendus plutôt en fin de premier tour, donc on pense à Nico Mannion, notamment Théo Malédon, le français, c'est des joueurs qui apparaissent aujourd'hui. C'est la place 10 de Phoenix, c'est vraiment un reach qui paraît trop élevé aujourd'hui pour ces meneurs-là, qui sont prévus plus fin de premier tour, notamment autour des places 20, entre 20 et 25. Et je pense que ce serait très très haut de les voir apparaître en 10. Après, Phoenix est capable de nous surprendre, hein. Mais ça me paraît quand même très très haut pour ces joueurs-là. Ouais. On va suivre cette draft avec grande attention, messieurs. On a terminé ce top 10. Alors, comme on vous l'a dit, on s'est vraiment concentré sur ces 10 équipes. Vous l'avez vu, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Si on avait dû taper dans le premier tour, on aurait fait une émission de 4 heures et on ne va pas vous imposer ça. En tout cas, n'hésitez pas à suivre cette draft. Ça va être très intéressant. Je rigolais tout à l'heure en disant qu'il y avait beaucoup de gens qui s'endormaient au premier tour après le top 10. Ne faites pas ça cette année si vous pouvez. Je sais que c'est difficile parfois, mais suivre cette draft, ça va être très intéressant, surtout si votre équipe en fait partie. Voilà, messieurs, merci beaucoup pour cette émission, encore une fois. Fred, un grand merci à toi. Merci à toi, merci à vous. Merci. N'hésitez pas aussi à aller checker du coup toutes les mock drafts, à suivre Fred aussi, le compte de QBasket. Et puis je rappelle, vu que Benjamin et Fred vous écrivez pour ce fabuleux site qui est QBasket et que toute la communauté adore, QBasket, qui a fait sa propre mock draft avec la complicité de tous les comptes FR, toute la communauté FR. Si vous connaissez pas, allez faire un tour. C'est vraiment tous les comptes FR, tous les comptes. Une bonne partie, en tout cas, des gérants de comptes FR qui ont fait leur propre draft et qui chaque jour sélectionnaient un joueur. Voilà, on arrive à terme. Et puis, de quoi, Ben? Et en plus, tu en fais partie. Tu te mets pas en avant, mais tu piques quand même. C'est vrai que j'ai eu la chance de pick pour Brooklyn avec le 19e choix.
Voilà, c'est hyper intéressant et ça donne aussi un avis autre et puis intéressant des fans de franchise qui connaissent aussi très bien leurs besoins et qui savent très bien de quoi ils ont besoin dans leur équipe. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur QBasket et la mock draft NBA FR. Les gars, merci beaucoup. On se donne rendez-vous. On en parlait un peu avec Théo, peut-être toute la semaine, parce que ça va être une semaine encore intense. On l'a dit en début d'émission, avec la draft, avec la free agency, avec les trades qui s'ouvrent. On en a parlé là pendant l'émission. Donc, ça va être une semaine intense. On vous donne rendez-vous en tout cas sur nos réseaux. Je le rappelle, Timeout sur Twitter, Timeout on Air, sur Facebook et sur Insta, Timeout NBA Podcast. Et puis sur la chaîne YouTube aussi, il y aura des lives, je pense, qui seront faits. Et puis on vous tiendra au courant pour la draft de mercredi à jeudi. Ça commence à 2h. C'est en direct sur Bein pour ceux qui veulent regarder en français. Voilà, n'hésitez pas à faire un tour. Et puis voilà, merci, messieurs, merci beaucoup. Rectification, ça commence à 1h la draft. Les gens vont Ça arriver commence à 1h. Tant mieux, tant mieux. N'arrivez pas à 2h, vous allez arriver pour. Après, de toute façon, le top 10, on l'a verrouillé, c'est bon, c'est fait. Voilà. Donc, vous le connaissez déjà, donc vous arrivez à 2h. Voilà. Exactement, il n'y a pas de peine, vous pouvez mettre le réveil à 1h40 et puis voilà. Les gars, merci beaucoup encore une fois. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission de Time Out et puis à la prochaine. Ciao!